Oyez, oyez. Oyez. Et quelqu'un disait, et je le cite, derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. Je crois que c'est Gadji Seli. Voilà, bravo. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez gagné le droit de dire bonjour en premier. Bah oui, bonjour le roi, je vais très bien et toi-même? Ben, très très bien aussi. Alors, Yann Cédric. Pourquoi tu n'as pas rajouté la suite de la citation? Derrière un grand monsieur se cache une femme de feu. N'y aller. Ah oh, d'accord. Ça va super bien, j'espère que chez toi aussi le roi. Ben, normal, nous sortons d'un 8 mars et nous avons encore cet engagement-là à être aux côtés de ces femmes, de leur apporter le soutien, d'être présent et surtout de continuer à les magnifier pour leur beauté, pour leur intelligence, pour leur force et pour ce qu'elles représentent pour l'humanité tout entière. Mesdames, soyez saluées depuis vos positions. Mais évidemment. Merci à toutes ces dames-là, évidemment, qui nous accompagnent. Accompagner même, je mets ça entre guillemets parce que c'est pas... Enfin, attention, c'est la complémentarité parfaite pour l'homme, que ce soit dans le milieu professionnel que dans la vie active. Franchement, on est très contents de les avoir à côté de nous, même si on ne sont pas là aujourd'hui. Mais on connaît leur rôle, on connaît leur apport. On vous aime et on continuera de vous protéger, rassurez-vous, mesdames. C'est l'occasion pour nous de saluer toutes ces femmes au travail, à la télé, ces femmes que vous voyez, c'est vrai, mais il y en a d'autres que vous ne voyez pas, hein, qui sont derrière les caméras, qui activent les pupitres pour que vous nous voyez sous nos meilleurs jours, les réals, les cadreuses, les scripts, les monteuses, enfin tout ce qu'il y a comme métier hein, derrière la caméra. Et nous souhaitions, à travers ce clin d'œil-là, vous dire, mesdames, merci. Merci beaucoup, hommage à vous et l'agenda, heureux agenda d'ailleurs a permis que la personne qui réalise eh bien, ce numéro de PPLK soit une femme. Et voilà. Voilà. Chimène à qui on fait plein de bisous. Voilà, Inao, on vous fait ça. C'est le bisou Inao. Sur ces belles paroles responsables, les amis, le sommaire. Acteur hors pair, au cinéma, il fait partie des ancêtres de la marmaille. Mais dans la vraie vie, Akoé mène un autre combat, l'amélioration des conditions de vie des artistes. Engagement, combat et rebondissement, le comédien dit tout dans ce numéro de PPLK. Au menu, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK, avec l'acteur Akoé, c'est parti. Un visage connu, reconnu, certifié, un visage qu'on aime, un rôle légendaire et surtout une image particulière, celle de Akoé le traite. Mesdames, messieurs, avec beaucoup de plaisir, recevons Monsieur Nestor Akoé. Il vous a annoncé tout à l'heure, il a dit Akoé le traite. Est-ce que très souvent ça vous... Désolé de le dire, est-ce que très souvent ça vous revient comme ça? Oui, non, ça c'est quotidien. Tellement vous jouez à perfection, ça vous colle finalement à la peau. Voilà. Est-ce que en vrai, c'est vous qui ramenez la marmaille au cinéma ivoirien? Bon, si vous voyez un peu de quand je parle. Oui. Il fallait accepter d'avoir un rôle comme ça qui sorte des rôles habituels, du héros. C'est une forme d'anti-héros, hein, quand même, comme ça. On dit, bon, Akoé, toi, qu'est-ce qui fait qu'on confie ce rôle? On a tout de suite passé dans l'émission, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on confie ce rôle-là à Akoé? Bon, on entendait Nestor Akoé. Alors, le Nestor, là, bon, ça, quand même, c'était une petite discussion entre nous ici. C'est un prénom cinématographique ou c'est dans la vraie vie? Non, c'est un prénom. À notre époque, c'était bon. Peut-être que maintenant, vous trouvez que c'est ancien. Mais sinon, à notre époque... Nestor. Nestor était bon, c'était un joli nom, c'était bon. C'était un bon prénom, voilà. Nestor. Voilà. C'est votre vrai nom ou Oui, c'est mon nom. Ça fait partie de mes noms. Voilà, de mes noms à l'état civil, parce qu'on a beaucoup de noms. Hein. Et le Akoé dessus? C'est un nom artistique. Ça, c'est le nom artistique. Oui. D'accord. Alors, à quel moment on devient Akoé? Je veux dire, qui décide qu'Akoé devienne Akoé? Bon, ça, c'est la nature, hein, on peut le dire ainsi. C'est la nature, mais c'est l'inspiration de celui qui nous emploie, celui qui veut nous utiliser. C'est-à-dire que je veux parler des réalisateurs, surtout les réalisateurs. Parce qu'il y a un scénariste qui a dit c'est le rôle d'Akoé. Il faut qu'il s'appelle Akoé, c'est le rôle que tu vas jouer. C'est en quoi, comment ça va? Qu'il y a quelqu'un en particulier qui a choisi ce nom-là? Le nom, c'est moi qui l'ai apporté. Voilà, c'est moi qui l'ai apporté, mais les personnages s'écrivent selon l'inspiration des scénaristes. Voilà, et quand on a ça, bon, c'est quand on le rend que cela nous colle. Très bien. Sinon...
Mesdames et messieurs, c'est un grand livre que nous ouvrons pour cette émission-là, parce qu'il y a beaucoup de richesses qu'on va partager avec nous, des anecdotes, des moments difficiles aussi. Et puis, quand Nestor Akoé n'est pas Akoé, il a aussi quand même sa fibre artistique, il a des idées qu'il défend. On dit de lui d'ailleurs qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, on va jusqu'à dire qu'il est grande gueule, et puis on aura l'occasion de le savoir sur ce plateau-là. Ici, ce qu'on appelle le potin du net, après le jingle, on vous en parle. Un vent d'amour souffle, dit-on, dans l'air, Jacket. Bon, c'est plutôt un vent de reconquête, de vouloir reconquérir sa mère. Et ce vent-là vient de Tina Glamour, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines de cela. Et en fin d'émission, on a pu entendre un message venant du cœur où elle s'adressait directement à sa mère, qui est qui est aux États-Unis. Et elle voudrait se réconcilier avec sa maman parce que il y a quelques années, il y a eu des événements, surtout après la disparition d'Arafat. Et pas mal de choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux qui ont fait que les deux dames ont dû se séparer. Ils sont plutôt à couteau tiré et tout ça. Et donc, elle voudrait vraiment retrouver l'amour de sa maman, revivre comme par le passé et tout ça. Donc, elle en a parlé dans l'émission. Et sur les réseaux sociaux aussi, ça continue, cette façon de vouloir reconquérir sa maman. Donc, on va voir la capture du message qu'elle a pu poster sur sa page. On va lire ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions quand même. On peut aimer sa maman qui n'a rien à voir avec, ne pas partager les mêmes opinions. Ma maman Hélène Dandy, tu me manques s'il te plaît, bénis et protège-moi, ne laisse personne se mettre entre nous car j'ai tout perdu, mon fils unique, martyr du showbiz, ma fille, la maladie, j'ai besoin juste de ton amour et toi le mien, love. Un message très fort, je trouve. Très fort, très fort. C'est Lady Glams également très précise dans ses prises de position. Et là, quand même, je pense que vous l'avez dit, cet élan-là, quand même, avait démarré sur ce plateau-là. Et ce message-là vient confirmer ce vent d'amour-là et de retour à la paix entre Lady Glams, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Lady Glams et sa maman. Elle avait lâché un tout petit peu quelques phrases hors antenne après l'émission où elle disait qu'elle ne cherche plus à savoir qui avait raison. Elle ne cherche plus à vouloir avoir raison ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on doit revenir sur les faits. Non, elle a juste envie de revoir sa maman auprès d'elle. C'est l'unité justement qui se récrée à travers ce tableau-là. Depuis la disparition d'Arafat, comme Jacket l'a décrit, c'était vraiment difficile de voir la famille un peu divisée. Mais cette fois-ci, Tina, qui est une femme très influente qui décide justement de revenir vers sa mère, elle fait le premier pas, c'est déjà bien. Je suis sûr que maman Dandilou va l'accepter et puis elle va continuer de l'aimer, de la protéger, comme même elle l'a signifié dans son message. Pour moi, ce message d'unité-là, c'est ce que toutes les femmes du showbiz et tous les hommes du showbiz, justement, devraient apporter à leurs parents. Surtout qu'il n'y ait personne entre nous désormais. Si. Parce qu'effectivement, c'est toujours très compliqué quand il y a des... c'est une expression que j'ai entendue. C'est zougloutique que j'ai entendu. Alors, monsieur Akoé, je ne sais pas, c'est difficile, je ne peux pas vous tutoyer, parce que pour nous, vous représentez l'âge d'or du cinéma. Vous avez porté de nombreuses années comme ça de nos vies. Si je peux me permettre de te préciser, il était dans une série où vous voyez du début jusqu'à la fin. Même dans la série. Oui, même dans le personnage. Ouais. Voilà. C'était Monsieur Akoé. Il était habillé comme tout le temps. Il était en costume. Il est toujours sorti de la maison. Pour les plus jeunes, Akoé commence le cinéma en quelle année? Enfin, je veux dire sa carrière débat. Ça commence peut-être pas par le cinéma, par le théâtre, comme certainement d'autres de l'époque. Oui, ça c'est dans les années 81, 82. Waouh, ok. Voilà. Ça, je peux retenir ça. Je peux retenir ça. Et ça a commencé quoi? Par les planches, c'est ça? Par le théâtre? Oui, par le théâtre. Nous, on est venus du théâtre. Et au fur et à mesure, comment c'est justement fait la transition des planches c'est quoi, le petit écran ou au grand écran? Au petit écran déjà. Au petit écran. Au petit écran, après le grand écran. Mais comme les trois se suivent, il y a du CP1, CP2, c'est... Voilà. Ok. Donc, si tu fais du théâtre, c'est facile de rentrer au petit écran et puis poursuivre au grand écran parce que la vraie base, c'est le théâtre.
C'est le théâtre parce qu'à notre temps, à l'époque, il n'y avait pas assez de films comme aujourd'hui. Donc il faut faire le théâtre pour que les propriétaires du film, si on peut le dire, ça dit que nos réalisateurs, nos producteurs, etc., voient que voilà quelqu'un qui se défend bien sur les planches, donc il faut qu'on l'utilise. 80, 81, je pense qu'on est autour de 40 ans au moins. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui porte cette longévité-là, Akoué? C'est l'amour de la chose et puis c'est la confiance à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est lui qui décide de tout et c'est lui qui inspire. Voilà, donc c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Au-delà, il y a aussi la longévité, j'ai envie de dire, professionnelle, mais même physiquement, Akoué est plutôt bien conservé. Très conservé, oui, très conservé. Il n'a pas changé, c'est toujours le même visage qu'on voit un peu plus jeune, c'est ce même visage-là qu'on voit en ce moment. Je dis, autour de tout ça, il y a aussi de la discipline qui rentre en ligne de compte. Oui, bien sûr, il y a une conduite, comme on le dit, il y a l'éditorial, donc il y a aussi la conduite qu'il faut mener. Il faut mener, donc si tu as su le faire, bon, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites parce que celui-même qui met en pratique cette conduite ne sait pas. Ne sait pas parce que c'est vous qui regardez, c'est vous qui appréciez, c'est vous qui décidez. Et comme je l'ai dit, au couronnement de tout ça, c'est Dieu. Est-ce que vous regardez votre carrière dans le rétroviseur de temps en temps pour vous dire c'est du chemin de parcouru, mais qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'il faut retenir dans tout ça, d'abord, dans un premier temps, c'est l'amour du travail. Parce que vous convenez avec moi qu'il y a des hauts, il y a des bas. Tout à fait. Mais si on a pu tenir pour partir et continuer pour y arriver, c'est d'abord, dans un premier temps, c'est l'amour du travail, c'est l'amour de l'art. Il faut pouvoir aimer, pour pouvoir tenir. Ce travail, on en parlera. Peut-être que derrière les belles paroles de certains réalisateurs pour pouvoir exploiter les acteurs, on dit non, en tout cas, il faut travailler, sur le travail paye, et puis après, on se rend compte qu'eux s'enrichissent pendant que les autres continuent. Bon, on aura l'occasion d'en parler avec notre invité. Comme je disais, c'est un vrai bonheur de le recevoir sur notre plateau, Monsieur Nestor Akoué. En vidéo, en image, pour les plus jeunes, eh bien, ça donne ça. Les gens n'aiment pas les gens bizarres ici, mais les gens avancent toujours. Non, mais tu es génial. Mais tu sais, les enfants ils ont cru à ton histoire. Mais il faut te dire aussi que tu as su jouer ta partition, toi, mon petit. Hein? Tu sais, ces enfants-là, il y a longtemps que je les guette. Ah bon? Ouais. Parce que tous les jours, on se retrouve au Banquidron, pour eux, là, c'est fini, quoi. Mais je vais leur montrer à Bignan qui est qui. C'est une des plus grandes valeurs de notre cinéma, de notre culture que nous recevons sur notre plateau. Monsieur Akoué, Nestor Akoué, il est difficile justement finalement de faire le distinguo entre la personne privée et l'acteur. Tant vous avez campé ce personnage, et même quand vous aviez d'autres noms pardon, dans d'autres séries, eh bien, on gardait le Akoué forcément en ville. Comment ça se gère, cette notoriété-là, en ville, pour les gens qui vous voient comment il fonctionne? Nous, on est contents, on dit voici Akoué. Comment il fonctionne? Donc, d'abord, un premier temps, c'est la joie. D'abord, c'est la découverte, c'est la surprise du téléspectateur qui te rencontre dans la rue, qui ne s'y attendait pas d'abord, et qui après, il te découvre. Souvent même, tu les dépasses, et puis c'est... Quelque part, il se souvient et puis il te redécouvre, il revient pour dire « Ah, ouais, c'est toi, machin ». D'autres même te demandent « Comment tu t'appelles » Bon, tout ça, on fait avec parce que bon, c'est pour eux aussi que nous travaillons. Tout à fait. Si eux ils ne sont pas contents, c'est que ce qu'on a fait n'est pas bon. Donc c'est eux leur façon de nous apprécier et nous juger. D'autres même nous disent certaines choses qu'ailleurs on ne peut pas accepter, mais on est obligé d'accepter. Parce que bon, c'est le métier, c'est sa façon de sentir ce que tu as fait. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec vous. Est-ce qu'il arrivait des productions où vous avez eu un autre nom en dehors de Akoué? Oui, il y a eu plusieurs. Ok. Plusieurs qu'on a eu des noms. Mais puisque c'est un nom que vous-même vous avez envoyé dans le cinéma, est-ce que les producteurs étaient à l'aise avec le fait que vous acceptiez de ne pas porter Akoué, que c'était le nom qui devait vous imposer? Parce que c'était avec ce nom-là qu'on vous identifiait. Oui, non, mais on oublie. Ça, c'est dans les règles, tu es obligé d'accepter. Tu ne peux pas changer
les nominations que font les réalisateurs ou les scénaristes dans les écrits. Si c'est Paul, tu joues le rôle de Paul, on sait que c'est Paul. Voilà. Maintenant, quand c'est diffusé, que le public n'accepte pas ce Paul. Que ça reste toujours Akoé. Voilà. Est-ce que justement, comme le nom, il n'y a pas des rôles qui vous collent tellement à la peau qu'on a du mal à vous faire confiance dans la vraie vie? Bon, je pense, bon, comme je l'ai dit, hein, c'est toujours le public, c'est les téléspectateurs, c'est des cinéphiles. Je vais rebondir rapidement sur la question. Est-ce qu'il y a eu peut-être une anecdote? Parce que je sais que la maman de Boïri, hein, l'actrice qui était la maman de Boïri, allait au marché et les femmes lui tombaient dessus. Oui. La vieille méchante, la sorcière. Là. Est-ce qu'avec Akoé, par exemple, comme il disait, vous allez faire une affaire, tout le monde dit... Ça, c'est pratiquement tous les jours. Hein. Tu es en train de discuter, on dit non... Écoute, ça, on ne peut pas le prendre au sérieux. Il va nous marmailler. Donc, finalement, je dis, mais attends, il y a cela et il y a ceci. Non, mais c'est difficile. Finalement, ça se termine voilà. dans une très bonne ambiance. Et derrière ce tableau hein, avec lequel on sourit, eh bien, il y en a un autre qui est un peu plus triste, un peu moins réjouissant. Eh bien, c'est la situation de certains acteurs. J'en veux pour preuve cette vidéo-là qu'on a retrouvée de l'actrice Amouin. On va la suivre ensemble. Quand on te rend célèbre et puis il n'y a pas les moyens d'accompagnement, tu deviens quoi? Tu deviens plus pauvre qu'avant. Parce que partout tu passes, on crie ton nom, alors que tu ne peux même pas t'acheter une paire de chaussures. Donc j'ai dit qu'on m'a appauvri. Avant, je prenais mon bus, je me déplaçais comme je voulais. Mais aujourd'hui, monter dans un bus est un problème pour moi. Même les express, je force pour monter. Sinon, les gens me font parler. Tu as l'argent, tu ne peux pas te prendre un taxi compteur. Mais est-ce que j'ai les moyens pour me prendre un taxi compteur? En voulant ressembler aux autres, tu risques de voler, tu risques de doubler les gens par-ci, par-là, pour paraître. Et moi, je refuse cela. Ma première question, c'est quand vous voyez cette vidéo-là, Akoé, quel est le sentiment que... Bon, ça dit que c'est compliqué, ça c'est vrai, c'est compliqué. On a aimé le métier, on s'est mis dans le métier, on a travaillé, on s'est donné à fond, mais peut-être que ce qui nous a échappé, peut-être c'est les accompagnements sur ce côté qu'on n'a pas regardé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on est dans ces situations d'arrêt. Est-ce que cette situation-là, elle décrit le visage du cinéma ivoirien? Ou bien c'est un cas isolé, il y a des cas isolés, et puis il y a des personnes pour qui eh bien, la situation n'est pas pareille. Donc globalement, comment se porte le cinéma ivoirien? Est-ce qu'il a l'image d'Amouin? Il a l'image d'autres personnes qui réussissent? Il a l'image de Fortuné? Bon, vous voyez, c'est un peu complexe ce cas-là, parce que c'est vrai, il y a des cas isolés, comme vous venez de le dire, mais on pense que la grande majorité est dans ce cas. C'est un peu le hic de notre cinéma. Mais ça n'affecte pas nos talents. Hein. Non, bien sûr. Ça n'affecte pas nos talents. J'ai envie de dire, voilà. La grande majorité se retrouve dans cette situation, j'ai envie de dire, mais à qui la faute? Dans le diagnostic, à qui la faute? Bon, la faute, pour moi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. D'accord. C'est tout le système. C'est tout le système, c'est ce que je veux dire, c'est tout le monde, parce que bon, on est dans un métier, on est rentré dans un métier, on a commencé à faire on s'est fait plein dans le métier, mais on n'avait pas compris la circulation du métier. Et comme ça n'est pas structuré, ce n'est pas réglementé, il y a des petits éléments qui nous échappent, et c'est ce qui nous emmène dans une situation pareille. Qu'est-ce qui vous échappe ou qui vous ont échappé concrètement? Bon, on a fait un travail où on n'avait pas de base salariale. Bon, on ne s'est pas assis pour réfléchir là-dessus et on a continué dans le métier jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape parce que c'est difficile. C'est difficile de joindre les deux bouts à tout le monde. Ça, c'est presque tout le monde. Presque tout le monde, parce que tous ceux qui réalisent des films en Côte d'Ivoire, ils ont une chanson que si je savais jouer à la guitare, j'allais faire peut-être minimum, peut-être 15 ou 30 albums avec cette. Parce que la musique commune, il n'y a pas d'argent. D'accord. Est-ce que c'est dit pour cacher le fait que les producteurs s'enrichissent? Est-ce que c'est dit pour effectivement
présenter une situation vraie, vécue par les producteurs, par les acteurs aussi, dont on dit qu'ils ne sont pas très bien formés, qui ne sont pas très compétitifs à l'international pour négocier de vrais grands et gros cachets, à l'image d'acteurs sud-africains qui tournent souvent dans des films à Hollywood. Est-ce que c'est la faute de l'écosystème lui-même qui ne soutient pas suffisamment le cinéma point par point, vous les acteurs, hein, parce que je sais que vous êtes acteurs et producteurs, vous avez souvent plusieurs casquettes et réalisateurs souvent. Finalement, c'est qui parce que de ce qu'on a entendu, tous les producteurs ont la même chanson, tous les réalisateurs ont la même chanson. Il n'y a pas d'argent. Comme si c'était entendu pour dire, allez, on va mamailler tous les acteurs pour leur donner cette phrase-là, pour pouvoir justifier, et après nous, après on est riches. Non, en général, c'est ce qu'il faut. C'est ce que nous, on dit d'un premier temps. Celui qu'il faut voir, c'est celui qui vient vers toi. C'est lui qui vient vers toi. Parce que, comme le disait Père à son âme, Koyo et Bouclé, il dit qu'on n'a pas l'argent, on ne fait pas du cinéma. Parce que le cinéma, c'est de l'argent. C'est vrai, tu dépenses, mais tu gagnes. Parce que tu ne perds pas quand tu fais le cinéma. Mais on vient toujours nous dire, on n'a pas d'argent. On va essayer, quand ça va marcher, bon, il n'y a pas de problème, chacun va aller, donc on propose des miettes. Et puis bon, tu es obligé, tu as une facture qui traîne. Tu es obligé d'accepter ces miettes. Et puis c'est après, tu te rends compte que ce n'est pas ce qu'on devait te donner, mais on n'a personne pour nous aider dans ce sens. Donc, allez-y, terminez. Donc la faute, comme je l'ai dit plus haut, c'est tout le monde. La faute, c'est ça. Parce que le l'écosystème même, en réalité, quand tu le demandes en réalité, pour ces gens de situation, il faut quoi? On a reçu la semaine dernière un jeune acteur, Missa Ndri, qui disait qu'effectivement, lui, avant de commencer ce métier, il est allé à l'information pour savoir justement les différents cachets, les différents prix des différents acteurs, des différentes catégories dans une production. Est-ce que vous, quand je dis vous, je parle de vous et de l'ensemble de votre génération, tous les acteurs de votre génération, est-ce que vous avez fait justement ce travail? Est-ce que vous êtes allé à l'office pour savoir le salaire qui, en principe, devrait vous revenir? Oui, mais ça, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais c'est ce que j'ai dit. On te dit, par exemple, on doit te payer 100 000 le jour. 100 000 le jour, il arrive, il dit, il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent, je n'ai pas de financement, je le fais à fond propre. On ne peut pas, si on paye ce cachet, on ne peut pas faire le film. Bon, on n'a qu'à s'arranger, on va te donner 50 000. Et puis bon, tu acceptes les 50 000, tu fais le film. Oh, en réalité, il doit te payer au moins 100 000 francs par exemple. Mais si tu le fais, si tu ne le fais pas, tu ne travailles pas. J'ai une anecdote sur la question. Récemment, nous avons été approchés par un réalisateur qui souhaitait produire un film avec un acteur qu'on a en accompagnement. Et on a proposé en tant qu'agence un montant. Mais le réalisateur disait qu'il n'avait pas ce montant, comme vous dites. Et nous, en tant qu'agence, on a failli dire non. Mais pendant que nous étions en train de dire non, nous voyons la tête de l'acteur qui était en face, qui disait accepter, accepter, accepter. Mais il voit quand même quelque part l'opportunité de sa vie. Mais il y a une facture qui traîne quelque part, il doit payer. Bon, il fait quoi? Il vit le jour au jour. Parce que là, pour que ce cachet soit respecté, ça, c'est juste, il faut mettre tout le système en place. Mais justement, tout le système... Pardon, pour pas qu'on s'éloigne de ce sujet-là, justement, je voulais juste qu'on essaie d'éclaircir quelque chose. Parce que comme vous êtes en train de le dire, moi j'ai le sentiment que vous décriez le fait que les producteurs, est-ce qu'ils mentaient? Est-ce qu'ils étaient dans la réalité quand ils disent qu'il n'y a pas de l'argent? Non, il n'y a aucun producteur qui va être dans la réalité. Ça, c'est clair. Parce que moi, j'ai dit, tu fais un budget pour faire ton film. Si tu n'as pas le budget, tu ne fais pas le film. Donc vous estimez qu'effectivement, il y avait de financement, mais c'est de mauvaise foi qui donnait des cachets dérisoires. Mais bien sûr. La situation a duré de longues années, comme vous dites. Et ça continue, ça s'est arrêté. Mais oui, on n'a pas de solution. Il y a des gens, 30 ans, 40 ans. Mais c'est ça pour dire qu'il y a des gens intelligents. Vous êtes des acteurs, hein, vous êtes intelligents si vous arrivez à nous sortir ce que vous nous sortez là. Mais à quel moment 500 personnes... Vous êtes même plus nombreux que les producteurs, je suppose. Mais bien sûr. Mais donc, comment vous n'arrivez pas à faire pencher la balance de votre côté? Oui, mais justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Les producteurs sont minimes. Nous sommes nombreux. Et entre eux, ils se voient. C'est ce que nous disons. C'est la même chose que vous avez vécu. Vous êtes en train d'avancer le cachet. Lui, il dit non parce qu'il a une urgence. C'est ça qu'il fait. C'est-à-dire que moi, je refuse de prendre 50 000 francs
on va trouver la nouvelle génération qui va prendre moins de 50 000 francs. Donc tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, eux-mêmes, ils ne sont pas à résultat. Ils ne sont pas à résultat parce que le film aussi peut ne pas être bon. Le film aussi peut ne pas être bon, le film aussi peut ne pas compétir. Parce que le plan A, c'est Akoé, et quand il n'accepte pas les 50 000 qu'on propose, on prend Djekel qui est le plan B, qui est un acteur de moins bonne qualité, de moins bonne qualité. Résultat des courses, le film sort. C'est un film moyen qui ne peut pas compétir donc à l'international, par exemple, et finalement, le cinéma ivoirien se trouve être nivelé à ce niveau-là. C'est ça, c'est le fond même du problème. Parce qu'aujourd'hui, on nous voit à notre côté, c'est-à-dire au côté de la Côte d'Ivoire. Les gens tournent. Mais ils font comment? Ils ne sont pas aussi meilleurs que nous. Ils ne sont pas aussi meilleurs que nous, que ce soit au niveau des techniciens, que ce soit au niveau des réalisateurs, que ce soit au niveau des comédiens, que ce soit au niveau de tout ce truc-là. Ils ne sont pas aussi meilleurs que nous. Et du coup, pardon, je termine quand même. Du coup, le cinéma ivoirien n'a pas réussi à sortir des frontières de la Côte d'Ivoire. Je dis ça entre guillemets, oui, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on diffuse chez nous des films, des productions qui viennent d'ailleurs, de l'Afrique du Sud, même de la Tanzanie, du Sénégal, tout ça, qui sont de très très bonne qualité, qui sont regardés même en France, partout. Mais le cinéma ivoirien a eu un peu de mal à ce niveau-là. Est-ce que ceci explique cela? Oui, mais bien sûr. Parce qu'on n'a pas les moyens. Comme je le dis, on n'a pas les moyens et on ne fait pas des films de qualité. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. Hein. On veut le faire, peut-être, mais c'est les moyens qui diffèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la diffusion des séries, il y a des exigences. Sur le plan image, sur le plan son, machin. Donc, du coup, ça fait appel à des matériels de haut niveau. Donc, ces matériels de haut niveau, tu es un producteur, tu n'es pas propriétaire, tu pars en location. Donc, tout l'argent rentre dans cela. Moi, à ce niveau-là, je suis un peu sceptique parce que le même cas s'est produit au Nigeria il y a quelques années. On avait une grande maison, je dirais comme ça, j'ai caricaturé, une grande maison comme la RTI qui avait une multitude qui avait des ressources humaines très conséquentes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Arrivé un moment, l'entreprise ne travaillait plus, donc ils ont dû fermer boutique. Mais ces réalisateurs, producteurs et acteurs se sont mis dans la rue et avec une caméra de petite qualité, ils ont commencé à tourner des petits films, d'où l'avènement de Nollywood avec les petits films de qualité qu'on avait là. Un petit budget. Mais c'est ça qui a permis justement aujourd'hui à Nollywood de se positionner parce que ces petits films-là ont été vendus d'abord. Ensuite, acquérir des matériaux aussi performants pour pouvoir avoir de bonnes qualités de prochaines productions, de prochaines diffusions. Ce qui a fait que l'écosystème a carrément évolué. Mais ce sont les acteurs, les producteurs. Quand je parle des acteurs, je ne parle pas de l'acteur comédien, mais de tous ceux qui travaillent dans la chaîne qui ont pris sur eux pour travailler afin de porter leur milieu au firmament. C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu faire. Donc pourquoi vous, les acteurs, vous n'avez pas essayé de calquer justement ce modèle-là à votre niveau? Vous savez que le Nigeria, par exemple, a commencé à faire ce genre de film en trichant comment ça va. Tout à fait. En trichant comment ça va. Donc déjà... Il était produit en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, déjà la Côte d'Ivoire était en avance. Mais le problème réel du Nigeria et nous, c'est qu'au Nigeria, la consommation du cinéma est plus important que la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est eux qui ont envoyé les premiers CD dans les rues qu'on achetait. Les VCD, qu'on achetait, effectivement. Mais au Nigeria, tu fais des films en Yoruba. Si 1 million achète, demain, tu ne tournes plus à la petite caméra, tu vas payer l'autre caméra. Mais chez nous, c'est compliqué. Et puis malheureusement pour vous, j'ai envie de dire, acteurs de cinéma, de télévision, il y a une nouvelle génération avec Internet qui arrive. Aujourd'hui, on prend son téléphone, on regarde des mini-séries avec des acteurs qui prennent... quartiers pas forcément... Ah oui, forcément, qui sont passés. Il prend son téléphone surtout, il fait 3 scènes qui marchent bien, c'est très rigolo. Et puis finalement, ça combat par exemple quelqu'un qui allait à l'école, qui demande 250 000 francs pour faire une journée de tournage. On lui dit, frère, Djekel, il marche bien lui. Ouais. Et ça Internet est venu vous aider ou renforcer votre difficulté? C'est la même chose que nous disons. Même chose, et c'est la même façon que le Nigeria a procédé à son interne qu'aujourd'hui l'Internet le fait. Mais c'est question de qualité. On peut faire tout ce qu'on peut, on peut le faire sur l'Internet, mais ça dépend de la qualité et ça dépend de où tu amènes ton film. Et comme vous dites tout le monde, à Kouré, on va terminer là-dessus, comme vous dites tout le monde, on va également incriminer le public
Parce que si le public est exigeant d'une certaine qualité, eh bien, ça va obliger, même les... Bon, aujourd'hui, même, bon, on regarde, on se dit, bon, mon cher, ça fait rire ou bien c'est chic. Est-ce qu'il faut incriminer le public? Oui, peut-être. Est-ce que le public est exigeant sur la qualité? Oui, ils sont exigeants. Je pense que c'est le dernier à être accusé. Le public est la dernière personne à être accusée. Ah bon? Parce que si justement le film ou la production n'est pas de qualité, le public ne va pas vraiment se fatiguer pour aller soit en salle ou pour s'asseoir devant son écran. À quel moment vous regardez un film et vous dites que ça a été tourné en 4K, ça a été tourné en HD? Non, pas à quel moment vous faites ça? Pas juste là. Le problème, c'est qu'on est à un niveau où le public, je pense, hein, je peux me tromper, mais juge avant même d'aller regarder. Parce qu'on s'est dit, ça ne va pas être intéressant. Parce que c'est nos acteurs ici, parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour du film et tout ça. Parce que je pense qu'à un moment, le cinéma ivoirien a réussi quand même à décourager le public ivoirien. Le vrai problème même, à l'époque, les gens partaient au cinéma, regarder les films ivoiriens avec des têtes d'affiche ivoiriens. Ça a existé. Tout à fait. Il y a un moment où ça s'est cassé. C'est le problème des salles qui nous a tués. Ah. À l'époque, on avait du cinéma partout. Partout, du cinéma partout. Donc, tu n'as pas besoin même de dépenser plus que 500 pour voir un film. Donc, quand on fait des productions ivoiriennes, les grandes premières se feront beaucoup au studio, les cinémas, les studios. Quand on finit là, on peut le retrouver à Tekoubé, on peut le retrouver dans les différentes salles qui étaient là. Eh bien, on peut le retrouver dans Yacouba, à Gaïwa. Tu comprends que ça fait que tout le monde partait au cinéma. Maintenant, bon, on n'a plus de salles de cinéma. Vous savez, le public consomme ce qu'il a à sa portée. Bon, le gars qui a Yopougon, tu vas lui dire, il est à Niangon. Tu vas lui dire, bon, il y a un film qui se passe à Makori. C'est un film ivoirien, c'est là-bas, on projette. Mais de vous en moi, il ne viendra pas. Mais lui, il va attendre que ça soit diffusé sur une des chaînes. Il attend qu'il soit diffusé sur une des chaînes. Donc, il va attendre. Et puis, il va regarder sur la chaîne, c'est fini. Très bien. En tout cas, le débat, il est là, il existe. Il y a une vraie réflexion à mener autour du cinéma, sur les responsabilités et surtout sur les solutions que notre invité pourra proposer donc en fin d'émission. Mais bon, la polémique, elle est là, elle existe. À qui la faute? Voilà, sur cette question-là, notre invité a un peu donné son avis. Bon, il y a également vérité par l'image. Monsieur Akoé, on va proposer les images et vous nous direz ce que ces images-là suscitent comme commentaire à votre niveau. Jingle. La première image pour vous, Monsieur Nestor Akoé, eh bien, c'est une actrice que vous allez reconnaître certainement. Génie. Jessie, avec elle vous avez tourné. Quand vous voyez cette image-là, qu'est-ce que ça vous ressort comme réaction? Bien, je suis content de la voir. Et puis bon, je me rappelle des moments passés ensemble pendant qu'on travaillait. Et puis bon, même après le travail, on était constamment ensemble. Donc je vois, j'ai l'envie même qu'elle soit... Avec elle vous avez joué sur quelle production? Bon, on a fait Comment ça va ensemble durant tout ce parcours, jusqu'à Nafi. Et nous nous sommes séparés sur Nafi. Après Nafi, on ne s'est pas séparés en palabre. Hein, non, on comprend. Après Nafi, aujourd'hui, elle vit en Europe. C'était quelqu'un d'autre qui vous apportait la réplique sur les autres productions, c'était plus elle. Voilà, c'était plus elle. Voilà. Comment ça va jusqu'à Nafi? Et vous avez toujours été un couple hein, comme ça? Monsieur, madame? Sauf dans Nafi où c'est Léa Dubois. Non, elle n'a pas été ma femme dans les films, c'est Léa qui a été plus moi dans les films. Voilà, donc, mais vous avez partagé les productions, elle était toujours voilà, dans donc, la même production. On jouait, on a plusieurs rôles, même on faisait des spectacles ensemble. Voilà, donc on est restés constamment ensemble. Tout le temps de télé, on était ensemble. Est-ce que tout ce qu'on a dit là concernant la condition de l'acteur, est-ce que selon vous, quand vous avez échangé, c'est un peu ce qui a justifié le fait que Jessie, qui marchait très très bien ici, eh bien, décide par exemple d'aller en Europe? Ou c'est peut-être pour des raisons familiales? Mais si ça marchait très très bien ici peut-être, ce serait peut-être pas... Bon, c'est difficile de dire que ça ne marchait pas très très bien ou ça marchait très très bien ici. Parce que ça, le problème des comédiens ivoiriens, tout le monde le sait. Ça dépend de la façon dont ce comédien se prend et qu'il se tient. Mais c'est sa vie
elle a décidé de partir, je ne sais pas trop pourquoi. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Très très bien. En tout cas, vous avez été content de revoir ça, cette photo de Djedjessi. Eugénie, on salue d'ailleurs. Prochaine image. Lendemain. Oui. Oui. Bon, lendemain, ça, c'est ma Poitiers, comme on le dit. Ça, je sais. Ben, c'est ma grande soeur. Pas grande soeur en métier, mais elle est âgée que moi. Donc on a l'impression que là même vous êtes en situation de jeu de scène. Elle est ma grande soeur. Je fais beaucoup de choses avec elle. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Et que, vraiment, quand je ne peux pas passer 2 jours sans la voir. Sans lui parler. Voilà, et puis on est ensemble, on se parle. Donc, Qu'est-ce qui renforce votre complicité à ce point-là? bon, c'est ce que je dis, nous, c'est l'amour. C'est l'amour parce qu'on aime le métier et pour être plus fort, il faut être ensemble. Et quand on est ensemble, on travaille les textes. Okay. C'est vrai, on travaille toujours les textes, on travaille des situations pour que si on est confronté à ça, dans un rôle, on peut pouvoir s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'évoquais le fait que quand on vous entend même en émission, hors de la situation de scène ou de jeu d'acteur, on a l'impression que vous êtes en train de jouer. Il y a un naturel comme ça qui accompagne votre présence sur les plateaux de tournage. C'est un peu cette préparation-là qui donne ce naturel-là. Vous dire que même dans la vraie vie, vous préparez des scènes. Oui, c'est comme ça, parce que au théâtre, c'est ça. C'est pour ça que je dis, nous, on vient du théâtre. Donc, au théâtre, c'est la formation. Donc, on te forme pour que tu puisses t'approprier le rôle. Si tu ne peux pas t'approprier le rôle, le metteur en scène t'enlève, il met l'autre. Et puis, bon, lui, ça va. Et on t'attribue des rôles en fonction du naturel, peut-être que tu... Oui, c'est ce côté-là même qu'on avait mis en évidence à l'époque. C'est le côté naturel de la chose. Est-ce qu'il y a des combats que vous avez menés ensemble avec Dans Deux Mois? Pardon? Il y a des combats que vous avez menés ensemble avec Dans Deux Mois? Oui. Oui, comment on est ensemble? Attends, on a fait beaucoup de choses ensemble, comme je le dis. C'est ma grande soeur. Vous revendiquez quoi ensemble, comme il parle de combat? Vous revendiquez quoi? Les meilleures conditions pour les acteurs? Oui, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Nous, notre objectif, c'est le bien-être de tout le monde. Même ceux qui viennent, qui sont en train de venir aujourd'hui, qu'on appelle la nouvelle génération, il faut aussi qu'eux aussi nous aident aussi à lutter pour que ceux aussi qui vont venir après, eux aussi puissent être meilleurs. Voilà. Donc, ce n'est pas pour nous. Puisqu'on parle de lutte et de combat, je pense que la prochaine image va se rapprocher, va nous rapprocher de ce sujet-là. Fadaldé. Oui, Fadaldé. Oui, il est chanteur. Moi, je suis comédien. Il y a peut-être un lieu où vous vous rencontrez souvent, au Burida, par exemple? Oui, on se voit comme ça au Burida, oui. On se voit en passant comme ça au Burida. Est-ce qu'entre chanteur et comédien, vous avez souvent des temps d'échanger sur vos conditions, qui souvent, bon, on dit artiste globalement, artiste comédien, artiste chanteur, la condition de l'artiste, est-ce que vous en débattez comme ça? Oui, de temps en temps, ceux qui sont familiers, à nous, on en parle. Hein. On en parle, bon, c'est des causeries. On dit, ah, c'est comme ça, bon, ils ont aussi des situations, eux qui sont musiciens, nous aussi, nous avons des situations que on essaye d'échanger. L'histoire qu'on va mettre les pieds dans le plat, on va évoquer la situation, parce que Fadaldé est membre du COJER, au Burida. Quel est votre regard aujourd'hui sur la façon dont cette maison, la maison des artistes, gère cette fameuse condition dont on parle là? Bon. Vous savez, c'est vrai parce que bon, on a mené un combat. On a mené un combat pour que le Burida soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut avoir le courage de le dire. On a participé aussi à ce petit changement qui est aujourd'hui à transformer ce Burida dans lequel nous sommes. Et on a lutté. Et ce qu'on recherchait, c'était le bien-être des artistes. Comme je l'ai dit toujours, notre combat, c'est ça. On n'a pas de problème avec qui que ce soit. Hein. Ce n'est pas question de personne, non, mais c'est question de l'intérêt public des artistes. Et c'est pour cela qu'on a mené le combat. On voulait ce changement au niveau du Burida. Bon, Dieu merci, ce changement a été opéré. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Aujourd'hui,
il y a eu une avancée quand même. Il y a une avancée, une amélioration. Est-ce à dire que le comité de gestion que vous avez porté, mandaté, déposé au Burida fait exactement son travail et que vous sortez satisfait, vous les artistes? Je ne pense pas. D'accord. Je C'est quoi le pense point pas. de discorde? C'est quoi? Qu'est-ce qui Je ne ne va pense pas? pas qu'on est satisfait à 100%. Parce qu'il faut avoir le courage de dire qu'après ce combat et que ce COJER a été installé, hein, parce qu'ils ont été nommés, ils ont été nommés par un individu, par un ministre qui les a nommés. C'est vrai, on a fait des propositions à des personnes pour qu'ils viennent. Moi, par exemple, j'ai refusé d'entrer au COJER. Le ministre m'a contacté, il dit, je ne veux pas. Pourquoi? J'ai dit, je ne veux pas aller au COJER. Je préfère rester dehors et puis observer. Est-ce que la meilleure façon de faire changer les choses, ce n'est pas d'être à l'intérieur? Non, parce que la façon de nommer le COJER, c'est ce qui ne nous a pas plu, nous, et puis on s'est retiré. Parce que nous sommes allés aux élections et nous avions été élus à l'Assemblée générale. Et il y a eu une crise. Donc, il y a eu une crise et que c'est à l'issue de cette crise-là qu'on a fait des nominations pour contenter des partis. Et d'ailleurs, ces nominations-là, pour faire partie d'un comité de gestion, qui devait être en fait une forme d'organe de transition, n'est-ce pas? Exactement, c'était ça. Et à l'époque, c'était prévu pour 6 mois. On fait 6 ans. Oula. Bon, vous comprenez qu'il y a la monotonie qui existe dans cette Comment on explique que 6 ans à l'origine, 6 mois à l'origine. 6 mois à l'origine et 6 ans en exécution. Dans l'exécution. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas sûr que les artistes soient satisfaits à 100%. D'accord. On entend, il y a beaucoup d'artistes qu'on reçoit sur ce plateau qui se plaignent du fait que certains, quand ils sont dehors, donc en dehors du COJER, ont la grande gueule, ils dénoncent. Mais une fois qu'ils intègrent le comité, ils sont muselés. Oui, ça... Parce que d'abord, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu. Ils sont muselés, c'est une façon de dire non. Je dirais, ils parlent moins ou ils ne parlent pas du tout. Mais pourquoi parler moins lorsqu'on n'est pas encore quand vous dites qu'ils sont muselés, il y a une nuance. Hein. Il y a une nuance. Quand vous dites qu'ils sont muselés, ça veut dire qu'on les oblige à se taire. Peut-être qu'eux-mêmes volontairement. Ah bon, peut-être que c'est ce qu'ils cherchent à savoir aussi. On les oblige pas à se taire de manière volontaire, mais il y a des attitudes, il y a des actions qui sont posées qui les obligent même à ne même plus mener de combat. Bon, là, je suis d'accord. Les oblige, j'ai un problème avec le Non, bon, peut-être le mot, mais quelqu'un a dit on ne parle pas la bouche pleine. Donc s'ils sont en train de manger là-bas, ils ne peuvent pas parler. Voilà qui est clair. Selon vous, vous avez refusé d'aller au COJER. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que ceux qui sont à l'intérieur du COJER, on pose la question frontalement, les gens qui sont au COJER refusent dans un premier temps de faire changer les choses parce qu'ils en bénéficient? Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je me dis, moi personnellement, je dis que la mission du COJER est terminée. Le reste là, c'est du Guassou. Le reste, c'est du Guassou. On a décidé, nous, artistes, de ne plus faire palabre parce qu'il y a un monsieur que l'État a envoyé qu'on ne connaissait pas. En toute sincérité, moi, je n'ai jamais jeté de fleurs à qui que ce soit parce que mon métier, c'est moi-même qui fais mon métier. Mais il y a un monsieur que l'État a envoyé. Au début, nous n'étions pas contents parce qu'on ne le connaissait pas. En nomination de directeur général. Voilà, de Burida. On ne le connaissait pas. On dit, mais lui, là, il est venu encore dans notre langage. C'est pour voler encore notre argent là pour partir. Ça, on l'a dit nous tous. Or, le monsieur a vraiment... Il a une connaissance extraordinaire. Et ce monsieur est venu, en l'occurrence, je ne sais pas si je peux le Karim Ouattara, bien sûr. Bien sûr. Karim Ouattara est venu, il a mis un système en place. Ce système nous satisfait. Ce n'est pas le COJER qui nous satisfait, le système de Karim. D'accord. Et ce système qu'il a mis en place a fait que nous-mêmes, nous avons vu les avancées. Et il y a des personnes parmi nous, eux-mêmes volontairement, mènent des actions pour aider ce travail que le monsieur a mis en place. Sans chercher à être rémunéré. Ça, il y en a plein. Nous tous, on voit. Même les gens de COJER même voient. Donc, on se dit quoi? On a fini et le monsieur a travaillé. Aujourd'hui, nous, on n'est pas prêts pour saboter le travail que ce monsieur a mené. Parce que ça nous donne tous les moyens d'être efficaces. Question directe, donc, c'est pas le Burida le problème, c'est le COJER le problème. Ça, qu'on le dise, qu'on le met, on se dit, on dit, le COJER là, 6 ans là, c'est trop. Le COJER est en fin de mission. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme solution pour que les choses s'améliorent? On va terminer là-dessus. Au Burida, le DG est parti. Je dis parti parce qu'il est maintenant... Appelé à d'autres fonctions. Non, il est député. Donc, quand un député ne peut pas venir travailler, Si. donc il est parti. Il est parti, il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas de DG. Bon,
On dit il y a L'intérim est assuré par... Non, si, il y a l'intérim, c'est vrai, il y a l'intérim. Il y a un système qui est mis en place, qui est déjà bon pour les artistes. Si on vient changer, vous comprenez que chez nous, là, le panier à crabe va se lever. Donc selon vous, il faut arrêter, balayer les actions de ce fameux COJER. Trop c'est trop, on arrête le COJER. On arrête le COJER, on passe à autre chose. Maintenant, deuxième chose, quand je vous ai écouté, on doit nommer un directeur général. Voilà, Est-ce que maintenant... vous êtes prêt à occuper ce poste? Si Ouais, jamais on vous le propose. DG du Buruda, non. Encore? Non, je ne veux pas. COJER, vous avez refusé. Oui. Je ne veux pas être DG. Peut-être direction aussi, vous Non. refusez. Mais comment vous voulez faire changer les choses à Corée? Non, Comment vous voulez? de l'extérieur, nous travaillons mieux pour faire avancer. Vous connaissez trop, vous vous dites, si vous êtes à ce niveau de responsabilité ou bien vous êtes à l'intérieur, vous risquez de manger, de ne plus parler. Non, c'est pas question de manger. Si c'est pour manger, là, il serait allé. Hein. Ça, il n'y a pas d'important. Parce que c'est une cagnotte de 300 000 francs par mois. Mais comme Jacket le dit, une fois que tu es dedans là-bas, que tu manges, tu as la bouche pleine, Oui, donc tu peux plus. Mais après, justement, c'est ce que je voulais dire. Il y a une nuance quand même. C'est pas tous les. Vous jetez pas le discrédit sur tous les membres du groupe. Non, c'est pas eux tous. C'est pas eux tous qui sont. Il y a d'autres qui défendent. Mais il y a d'autres qui ont décrié, qui ont dit certaines choses. Vraiment, que moi-même, je n'ai jamais pensé qu'ils allaient partir au COJER. Et aujourd'hui, ils sont au COJER. Pas plus. Et c'est eux qui sont en train de lutter. On n'a qu'à prolonger encore le COJER. Ah non. Dans ce qu'on doit retenir, nouvelle direction, départ du COJER. Avant même nouvelle direction, on a le COJER n'est pas battu. Et puis on va travailler. Le directeur général adjoint qui assure l'intérim qu'on a reçu sur le Et qui plateau, là, assure très bien d'ailleurs. à qui on avait posé la question, en l'absence du directeur général, est-ce qu'il pouvait assumer cette responsabilité? Il disait oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller sur cette piste-là, par exemple? Oui, mais je pense qu'on peut le mettre. D'accord. Je n'ai pas d'affinité avec lui, et même il sait. Moi, je ne parle pas avec tous ceux qui sont dans la direction, mais j'ai dit, lui, on Oui, c'est peut un le monsieur mettre. extraordinaire aussi, Oui, non, à l'image du il a directeur fait le général. travail. Il a assisté le travail, il a participé avec Karim. Ils ont mis un système en place qui satisfait les artistes. Donc, lui au moins, on peut l'utiliser encore. On peut l'utiliser encore pour faire encore plus d'avancées. Et puis maintenant, après, si elle veut changer, elle changera. Mais moi, je pense que lui, il est quand même actuellement, il est apte. Ça, c'est mon avis. Ça sera ma toute dernière question. Je veux dire, en ce vous moment, promets, avec, oui. ma toute dernière question. Donc, avec ce gouvernement-là, en griffe, avec cette direction-là, il n'y a plus de problème de répartition. Oui, Tout est correct. Oui. Vous percevez vos droits. sans problème. Et ils ont pris tout le temps pour expliquer aux artistes de Côte d'Ivoire qu'il n'est pas question de se battre entre nous, mais il est question de se battre pour faire exploiter ses œuvres pour pouvoir gagner des droits. C'est normal. Mais en fait, moi également, ça fait une dernière question. Si tout est si bien huilé, alors pourquoi donc ce COJER-là, Pourquoi il il dérange vous embête autant? Non, COJER est gênant, en toute sincérité. À cause des 300 000 peut-être aussi. Non, pas, mais les 300 000 francs qu'on leur donne tous les femmes, vous, cet argent, on l'enlève où? Mais quand on parle d'un conseil d'administration, nous, on n'est pas parti à l'école loin. Non, on s'est débrouillé là. Conseil d'administration, c'est tous les mois, on leur donne l'argent. C'est pas... Je donne des séances, non. Maintenant, eux, là, c'est un nombre pléthorique. Ils sont beaucoup. C'est bon. Et puis, à longtemps, ils sont là. Et puis, il n'y a plus de palabre. Pour dire qu'il y a palabre, donc allez-y, vous allez. C'est fini. Il n'y a plus de palabre. Ils n'ont qu'à partir. Et puis, on va aller aux élections pour pouvoir mettre... Aujourd'hui, personne ne rencontre aux artistes. Parce qu'il n'y a pas d'assemblée Il n'y a générale. pas d'assemblée générale. Personne ne effectivement. nous rencontre. Seulement, on voit, c'est parce que le monsieur qui est parti, qui ne fermait pas sa bouche, qui prenait son temps pour nous expliquer de façon bénévole ce qu'il est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'on s'est imprégné de son travail. Très, très bien. Sinon, on ne nous rend pas compte. En tout cas, on a été très très heureux, au-delà du volet de l'engagement de l'artiste, parce que ça également, ça fait partie de la personnalité de notre invité. Il n'a pas la langue dans sa poche, il est très engagé, et surtout son souhait, c'est un mieux-être, de meilleures conditions pour les artistes de Côte d'Ivoire. Pour ne pas qu'on soit dans des situations à la fortunée, décriées aussi par Diallo Tchekwayi. On termine là-dessus. Vous aurez refusé, comme a souhaité Diallo Tchekwayi Vincent. Pourquoi? La cagnotte qui a été La cagnotte faite. qui a été remise à... Il est au COJER. Ah, Tu crois qu'il fait ça au COJER? Ok. ceci Explique-t-il cela. Bon, je pense que tout est dit. On va s'arrêter sur ça. On va laisser les téléspectateurs
Et c'est ça aussi l'artiste, eh bien, hein, d'être... Le moyen de passer un message. Exactement, exactement. Subliminal, énigmatique, et c'est tout ça l'artiste. C'est pour ça qu'on vous aime autant. Longue vie à vous, monsieur Nestor Akoé. Merci. Ça a été un vrai bonheur de vous avoir sur notre plateau. Plein succès pour les prochaines productions. Il y en a qui arrivent pour cette année. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je viens de finir une production. Je vais démarrer pour moi-même le mois prochain. En tant que producteur. Oui, attends. Et vous avez la même chanson? Non, non, moi, je n'ai pas la même chanson. Donc ça suppose que vous avez déjà eu le financement. Non, je n'ai même pas encore eu le financement, mais je ferai le système. Mais vous aurez la même chanson. Non, je ferai le système. Il y a un système qui existe au Nigeria. Nous avons travaillé avec les Anangos ici. Le système, c'est quoi? Et ça, à chaque fois, quand j'ai la possibilité de parler, j'en propose aux amis. On se met ensemble, on fait une production. On se met ensemble, on fait l'autre production. On se met ensemble, on fait l'autre. Une sorte de tontine. En 10 productions, on est libéré. Très bien. Ouais. C'est ça, c'est ce que les Anangos sont venus. Ils sont venus, on a travaillé pendant 25 jours. On a commencé avec un producteur. Après, le producteur est devenu acteur. Après, le caméraman est devenu réalisateur. Après, le preneur de son a réalisé. Et ça, c'est l'équipe. Ils sont venus. Donc, si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, quand vous travaillez dans ce sens, il n'y a pas de problème, personne n'est perdu parce que tu as travaillé pour moi. Je ne t'ai pas payé, je travaille pour toi, tu ne me payes pas. Ça, dès qu'on a fini de faire cette production, chacun a quelque chose. Et si on arrive à vendre, chacun s'en passe. Donc, ça, c'est une possibilité pour que nous puissions avancer. Je vous supplie, mesdames et messieurs, et surtout vous, acteurs, eh bien, de faire confiance à Akoé parce que ne vous référez pas à son passé d'acteur. Il n'est plus malheureux. Il a jamais été. Il a même la tenue du malheureux. Il manquait juste le chapeau. C'est l'impression de vendre un terrain. Il n'a pas vraiment. Merci beaucoup. Téléspectateurs, on aurait souhaité que cette émission-là ne s'achève pas tant elle est plaisante avec notre invité. Mais bon, on a des impératifs de temps. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et sur les acteurs et le milieu du cinéma globalement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et à demain pour un autre numéro de PP. Merci. Merci.